Bonjour à toutes et tous, bienvenue au week-end au Parti Pirate, le Web Lyon, avec cette première table ronde que j'ai le bonheur d'animer, une table ronde qui est dédiée à l'identité numérique, sous-titrée Vers de nouveaux espaces de contrôle. C'est une table ronde, donc c'est la première de notre journée de conférence qui est dédiée à l'identité sous toutes ses coutures. Et on va avoir une discussion axée évidemment sur des questions de technologie, puisqu'elles sous-tendent aussi un projet politique. Et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que comment est-ce qu'on arbitre en réalité entre plusieurs possibilités d'identifier les individus dans une société. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de l'opportunité, tout simplement, d'identifier les personnes et pourquoi on le fait. Évidemment, on a des questions, d'innovation, de liberté individuelle, mais aussi de formes de surveillance, hein, qui sous-tendent, tout ça. Hem, tout ne pourra pas être, discuté aujourd'hui, même si on a, une bonne heure devant nous. On va essayer de cibler les questions pour avoir une vision et en tout cas des tentatives de réponse sur les avantages et les risques, d'une part des modèles étatiques centralisés. Quelles sont les approches décentralisées et où est-ce qu'elles peuvent, nous amener, avec quelle technologie? Et je vous le cache pas, cette table ronde, elle intervient dans un contexte qui est particulièrement sensible, puisque plusieurs pays sur le continent européen et la Suisse actuellement débattent de l'introduction d'identités numériques étatiques, et c'est pas pour rien, puisque c'est un mouvement, en tout cas pour l'Union européenne, c'est un mouvement qui va trouver bientôt son un, c'est une date particulière, on y reviendra. Mais la Suisse également a un référendum qui a été sur lequel les pirates suisses ont été à l'initiative. Alors, sans tarder, je vais vous présenter nos intervenants qui sont des personnes de grande qualité et que je remercie infiniment d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Je commence par Amélie Favreau. Tu es professeure en droit du numérique et de la propriété intellectuelle à l'Université de Grenoble. Et on peut vraiment le dire, tu es experte des questions relatives à l'IA, à la blockchain, aux technologies quantiques également. Tu es passée par l'université d'Édimbourg, où tu as dirigé des projets internationaux sur les smart contracts et tu as beaucoup écrit sur l'identité numérique. Et c'est un de tes derniers articles qui m'a absolument passionnée sur l'identité numérique. C'était dans le cadre d'une contribution au groupe de travail blockchain et identité. Et ton focus sur l'identité auto-souveraine sera vraiment précieux aujourd'hui. Et tu es à côté de Renaud Lifshitz. Alors, Renaud, tu es un chercheur pionnier. Tu es un chercheur pionnier en sécurité informatique et une référence internationale, rien que ça, en cybersécurité, en cryptographie avancée, on va parler forcément de crypto aujourd'hui. Et alors, dans ton CV, tu as à ton actif une prouesse qui a été quand même d'être le premier chercheur à découvrir des vulnérabilités dans les cartes de paiement sans contact. Euh, Tu es également le développeur des premiers référentiels de sécurité pour Sigfox et LoRaWAN. Ça aussi, c'est quand même extrêmement important. Et à côté de cette expertise exceptionnelle sur les crypto-monnaies, l'informatique quantique, tu es citoyen du Liberland. Et là, si vous ne le connaissez pas encore, vous découvrirez le Liberland, État souverain situé entre la Croatie et la Serbie, qui dispose d'une identité numérique décentralisée qui est quand même un modèle du genre. Bon, je pense que là, le teasing est quand même sympa. Et on va pouvoir commencer à parler. Alors, moi, je suis juriste, toi aussi, donc forcément, on se fait un peu plaisir. On va parler d'un règlement. Hein, voilà. Pour commencer, on va parler d'un règlement européen, le nouveau règlement eIDAS 2, qui est entré en vigueur en mars 2024 et qui vise à harmoniser l'identification électronique et les services de confiance au sein de l'Union européenne. Alors, c'est un projet qui patine un peu, puisque tout le monde n'est pas d'accord, mais ce qui est certain, c'est que il est censé aboutir très très bientôt, et même d'ici 2026. Donc nous, citoyennes et citoyens européens, sommes censés avoir cette identité numérique dans quelques mois. Comment est-ce que tu peux nous parler de l'esprit de ce règlement et de la manière dont le projet d'identité électronique pour tous les citoyens et citoyennes est censé se décliner? Est-ce qu'il Est-ce fonctionne qu'il toujours? fonctionne? Oui, j'en suis à l'aise. Super. Merci Caroline. Alors, avant toute chose, je voudrais dire un grand merci, chère Caroline, parce que
Ce que Caroline ne vous a pas dit, c'est qu'on se connaît depuis le millénaire dernier. C'était hier. Et que c'est un grand plaisir de retrouver mon amie aujourd'hui. Et c'est aussi un grand plaisir de découvrir, d'être en contact avec vos activités dans le Parti Pirate, de voir plus concrètement tout ce que tu fais. Et je t'ai déjà dit que j'étais fière de toi, mais je te le redis. De toutes les activités que vous menez dans ce parti, je trouve que les débats sont foisonnants et riches et ça fait du bien. Et ça fait du bien et de grande qualité, effectivement. Alors, moi, je vais essayer d'être à la hauteur de cette qualité. Moi, avant toute chose, tu disais qu'on était juriste et il y a peut-être une précision sur les termes à faire. Parce que on a l'identité stable, qui est une prérogative régalienne. On a tous nos cartes d'identité qui sont édictées par l'État et qui, à un moment donné, vont préciser notre nom, notre prénom, notre genre, le lieu de naissance, etc. Et ce sont des éléments relativement stables dans le temps et encore une fois, c'est une prérogative régalienne. À côté de ça, on a ce qu'on appelle l'identité numérique. L'identité numérique, c'est comment est-ce que je vais me construire une identité, c'est presque une identité choisie sur Internet, sur les réseaux, sur des jeux vidéo, et donc cette identité numérique, elle va être composée de toutes les traces que je vais laisser. Elle va être composée des avatars que je vais créer, des pseudos que je vais me choisir. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre l'identité telle que je l'ai présentée au départ, l'identité régalienne, et l'identité numérique. Et ce point-là, il me semble important parce que si on aborde le fameux règlement EIDAS 2 de 2024, qui va mettre en place des portefeuilles d'identité. Alors, dans EIDAS 2, ils appellent ça les portefeuilles d'identité numérique. Mais on voit bien déjà qu'il y a un petit problème avec le nom. C'est que ce ne seront pas des portefeuilles de notre identité numérique avec le pseudo de notre avatar sur Minecraft, mais que ça sera véritablement des portefeuilles de notre identité plutôt stable. Voilà, donc je voulais faire cette précision parce qu'elle me semble importante Importante, ouais. au départ. Et puis, finalement, EIDAS 2 va se saisir de ce que l'on va appeler, enfin moi en tout cas j'appelle ça plutôt des moyens d'identification électronique. Ce sont des supports, la carte d'identité électronique, le passeport biométrique, etc. Et tu en parleras beaucoup mieux que moi. Ce sont des supports de notre identité stable et c'est vrai que dans EIDAS 2, on retrouve ce terme de moyens d'identification électronique qui me semble plus juste que le terme un peu médiatique, c'est celui qu'ils ont mis en avant quand ils ont présenté EIDAS 2 de portefeuille d'identité numérique. Alors oui, ce règlement patine un peu. Pourquoi? Parce que il prévoit que chaque individu puisse devenir le souverain de sa propre identité stable. C'est-à-dire que chaque individu puisse détenir les moyens de son identification et pour ça, va utiliser différents dispositifs, téléphone portable, ordinateur, voilà, on a différents dispositifs à disposition sur lesquels on jonglera avec les différents moyens d'identification et qui composeront ce portefeuille d'identité. Alors, si tu permets, pour être bien clair, le règlement estime que moi, Caroline Zorn, le fait que je prouve avec mon téléphone, avec d'autres plateformes, avec des systèmes d'authentification en ligne, ils estiment que c'est être maître de son identité. Alors voilà, c'est un point important que tu soulignes parce que il faut distinguer identification et authentification. Identification, c'est je prouve que c'est bien, enfin, j'ai une identité et je m'identifie. Par exemple, j'ai plus de 18 ans, je m'appelle Amélie Favreau. Voilà, ça c'est l'identification.
L'authentification, c'est à un moment donné avoir un droit sur cette identité et s'en servir. Je vais sur un site internet de paris en ligne, je veux m'authentifier pour prouver que j'ai bien 18 ans, je vais me servir de l'identification qui est enregistrée sur mon téléphone pour prouver que j'ai bien 18 ans sur ce site de paris en ligne. Et on a, au web de Strasbourg, fait toute une table ronde sur l'identification dans le cadre de l'accès à la pornographie en Oui. ligne. Donc n'hésitez pas à vous rendre également, sur cet, enregistrement pour, avoir le point de vue. Tu parlais de paris en ligne, donc je faisais aussi Oui, le tout lien à avec fait. ça puisque c'est une question d'actualité. Oui, 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 bien sûr, l'accès à la minorité, aux aux sites pornographiques, c'est une question importante. Différence entre identification et authentification. Et là, on voit bien qu'il y a 2 souverainetés presque qui entrent en conflit, me semble. Il y a la souveraineté, dont je parlais précédemment de l'État, qui, va distribuer à chacun, une identité stable. Et puis, il y a la souveraineté de chaque individu de revendiquer une identité, une maîtrise sur ses données, une maîtrise et un contrôle sur sur son identification et la possibilité de s'authentifier en fonction de ces informations et de la maîtrise qu'il va avoir sur ces informations. Alors, à cela, il y a des avantages parce que je fais partie quand même des défenseurs de cette proposition, dans le sens où donner la maîtrise aux individus de leurs informations permet quelque part de minimiser aussi la quantité d'informations qu'on va nous demander. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple des sites pornographiques. Au lieu de déposer toute ma carte d'identité pour accéder à ce site pornographique, bah, je n'aurai la possibilité, grâce à de tels outils, et je pense que tu vas les développer par la suite, mais j'aurai la possibilité simplement de m'authentifier comme majeure de plus de 18 ans, sans avoir besoin de dire que je m'appelle Amélie Favreau, je suis une femme, je vis à tel endroit, je suis née à tel endroit, à telle année, etc., etc. Donc, et ça, ne serait-ce que pour ça, ce principe de minimisation qui rejoint un texte que tu connais merveilleusement bien, c'est le RGPD. Et donc, ne serait-ce que pour ce principe de minimisation des données et de la transmission des données, je trouve ça bien. Et puis, je trouve ça aussi très important qu'à un moment donné, les individus reprennent le contrôle sur leur identité, sur la gestion de leur identité. Alors là, on parle de l'identité parce que c'est le thème du jour, mais la question va se déployer sur les diplômes, elle va se déployer sur un tas de documents, y compris administratifs, qui seront susceptibles de venir nourrir un portefeuille où il y a mention de l'identité. Donc voilà, il y a quand même des points positifs. Après, la mise en œuvre est difficile parce que, eh bien, qui dit, mais alors là, on va rejoindre des problématiques techniques, hein, mais C'est mais c'est vrai que la mise en œuvre, qui va consister à utiliser, par exemple, des protocoles blockchain, ou qui va nécessiter des espaces de stockage souverains, parce qu'on n'a pas envie que nos données, elles soient stockées aux États-Unis, hein, surtout en ce moment. Voilà, ça pose quand même quelques interrogations importantes. Merci, tu me facilites la transition puisqu'effectivement on va aller du côté technique pour voir comment est-ce que fonctionne, une identité qui repose sur un système centralisé d'abord, puis ensuite on parlera des opportunités, des alternatives qui peuvent exister. Mais d'abord sur le côté centralisé, moi si on me parle d'identité numérique, en France, centralisée, je pense à France Connect. Voilà. Et alors, France Connect, on nous y incite, hein, quand même, bon. Donc, sans encore parler des autres solutions, quel va être est-ce qu'il y a un risque en fait à ce fonctionnement avec France Connect? Et pour bien comprendre aussi la question enfin la différence entre ce fonctionnement centralisé ou non centralisé, on va peut-être prendre l'exemple des réseaux sociaux, hein, c'est ce qu'on s'était dit, en amont.
Une parenthèse encore pour bien ancrer le sujet dans la réalité politique actuelle. Je reprends l'exemple de la Suisse parce que les pirates suisses sont actuellement très engagés sur ce sujet. Ils sont opposants au projet d'identité électronique. Ils ont demandé un référendum et leur principal argument est qu'il n'y a pas de véritable contrôle étatique car FedPol ne peut pas émettre de l'EID sans passer par des sociétés privées et donc une technologie qui n'est pas transparente. Alors, Renaud, est-ce que le risque est vraiment technique? Est-ce qu'il est politique? Bah, super, ça fait plein de sujets, intéressants. Merci pour l'invitation, déjà dans un premier temps et puis, bah, je vais rebondir sur ce qu'a dit, Amélie qui me semblait, important. C'est qu'il faut, différencier, en fait, l'authentification de l'identité. Tu parlais de France Connect typiquement. France Connect, c'est un moyen, d'authentification, avant tout, mais c'est pas un moyen qui permet de gérer son identité parce que, les données sur son identité, on n'est pas souverain dessus, on peut pas les modifier, on peut pas les présenter d'une manière différente et ces données-là sont sur un registre centralisé. Donc France Connect, c'est avant tout un moyen d'authentification, ce qu'on appelle dans le jargon, technique un single sign-on, un SSO. C'est-à-dire qu'on peut utiliser son compte France Connect, plutôt que d'avoir à créer des mots de passe sur les sites différents de l'administration, on peut utiliser un seul mot de passe pour se connecter à différents services de l'administration. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça single sign-on, c'est on se connecte une seule fois pour accéder à tous les services. Mais c'est pas un service, d'identité à proprement parler puisqu'on n'est pas propriétaire des données et notamment, on pourrait parler on n'est pas propriétaire des attributs numériques qui est lié à son compte. Et pour moi, l'identité, c'est être propriétaire des attributs numériques, associés à notre compte et notamment pouvoir les présenter de façon différente. Alors, par exemple, l'exemple simple, ça serait avoir un compte pro et présenter des informations pro ou un compte personnel et présenter des informations personnelles selon l'interlocuteur, auquel on s'adresse de façon, numérique, ou j'ai envie de dire même, physique ou numérique, voilà. Donc l'identité, c'est pouvoir présenter les attributs que l'on souhaite, en fonction de l'interlocuteur. Donc France Connect, c'est un bon exemple parce que c'est connu par tous, mais c'est un moyen plutôt d'authentification, centralisée par ailleurs, ce qui pose un certain nombre de soucis, parce que la centralisation, bah, elle est vulnérable à pas mal de choses, notamment, au fait de la panne, hein. La panne, c'est le 1er problème, c'est que le jour où France Connect ne fonctionne pas, alors ça arrive, relativement régulièrement, on n'en entend pas forcément parler, mais si vous servez par exemple d'autres SSO, hein, on a d'autres SSO qui sont très connus comme celui de Google ou de LinkedIn, hein. Vous pouvez servir de SSO de Google pour vous connecter sur différents sites ou du SSO de LinkedIn ou du SSO de X, hein, anciennement Twitter, pour vous connecter à différents sites. Le vrai problème avec ces systèmes de SSO, donc d'authentification, ça simplifie les choses parce que vous n'avez pas des mots de passe différents sur chaque, service, mais le jour où le service est en panne, bah, vous pouvez plus vous connecter nulle part, en fait. Donc vous êtes totalement, perdu et totalement isolé de tout système numérique, à cause de ce risque de panne et de cette centralisation de l'authentification. Donc voilà, il faut différencier l'authentification et l'identité. Ça, c'est un vrai risque et puis, si on confie pour revenir sur ta question, sur la Suisse, si on confie, ces opérations-là à une entreprise privée, en plus du risque de centralisation et de panne, on a plein d'autres risques, notamment de captation, de données, des données, personnelles, heu, potentiels brevets, sur, le fonctionnement du système et qui empêcherait le développement d'autres entreprises et donc, des situations de concurrence, qui seraient plus saines que des situations monopolistiques. Des, problèmes juridiques éventuellement pour, accéder, modifier ces données, ce qui n'est pas forcément simple et puis des réglementations, là je déborde un peu sur le sujet d'Amélie, mais des réglementations, extraterritoriales comme le Cloud Act notamment, qui permet aux États-Unis d'aller saisir des données, en Europe dès lors que le prestataire, qui administre ces données, a une filiale, en Europe typiquement. Donc en fait, en termes de souveraineté, on est à peu près au niveau 0, que ça soit sur des systèmes, gouvernementaux, centralisés qui sont plus des systèmes d'authentification simplifiés, on va dire, que, des systèmes, on va dire, un peu GAFAM, type, Google, LinkedIn, X,
qu'on s'authentifier, sur lequel on a une captation des données, on a un faible droit de regard, d'accès à ces données, et une captation, une réutilisation des données à des fins marketing, à des fins de tracking publicitaire, donc aussi des problèmes de vie privée. Donc c'est véritablement problématique, autrement dit, de confier ces données, que ça soit à un État ou à une entreprise privée. C'est le souci. Donc on a les risques de panne, on a des risques de censure également. On le voit sur les réseaux sociaux beaucoup, où des entreprises privées peuvent dire je veux pas qu'on parle de tel ou tel sujet, notamment sur des sujets de sexualité sur Twitter. Hein. Il y a eu des mots qui étaient formellement bannis, ou même de parler d'autres réseaux sociaux, par exemple sur X. Quand vous parlez d'autres réseaux sociaux, silencieusement votre post il est mis invisible, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez posté votre message, mais en fait vous êtes ce qu'on appelle shadow banné, et donc votre message va pas être visible par vos followers si vous parlez d'un concurrent, typiquement. Donc il y a les risques de panne, il y a des risques de censure qui sont importants, de fuite de données. Alors là c'est terrible parce que depuis le mois de septembre dernier, en France, on a des fuites de données presque tous les jours, et des grosses fuites de données. Hein. Alors vous n'entendez peut-être pas parler, mais d'à peu près tous les opérateurs de téléphonie mobile, par exemple, à peu près tous les opérateurs Internet ont été victimes de fuites de données, des mutuelles hein, également, des hôpitaux. Et donc, on a des millions de fuites de données presque tous les jours. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle Bonjour la fuite, par exemple, qui est très très bien fait, où vous avez une chronologie de ces fuites de données. Ça, c'est véritablement catastrophique. Et en tant qu'expert cybersécurité, on peut pas éviter les fuites de données. Hein. Il n'y a pas de sécurité à 100%, comme on appelle ça. Donc, la meilleure manière de se protéger d'une fuite de données, c'est de pas stocker des données en excès, et notamment de redevenir souverain sur ces données. Et c'est-à-dire que plutôt que d'aller donner X fois ces données numériques, son identité numérique à différents sites, et de créer des comptes à chaque fois sur chacun de ces sites, à mon sens, la bonne solution serait d'inverser la vapeur, de redevenir souverain de ces données, c'est-à-dire les stocker sur des systèmes que l'on maîtrise, et ensuite, à la demande, autoriser l'accès, par exemple, à sa date de naissance pour prouver son âge, à son adresse pour se faire livrer un colis, à son nom si on a besoin d'authentification sans usurpation. Et l'usurpation est aussi un gros problème, parce que dès lors que nos données personnelles ont fuité, notre identité aussi peut être usurpée. Et on a je crois 300 000 personnes tous les ans en France qui se font voler leur identité, et qui derrière on contracte des prêts en leur nom, et c'est des procédures judiciaires de 10 ou 15 ans pour faire reconnaître sa véritable identité en justice. Hein. Donc les risques d'usurpation suivent les risques de fuite de données. Et ça, c'est aussi un véritable problème. Donc on a parlé vraiment de tous ces risques-là. La solution, à mon sens, c'est la décentralisation. La décentralisation à la fois des données et des identités. C'est-à-dire que ça permet de ne pas confier ces données à un acteur qui abuserait de ces données, et qui pourrait ne pas être disponible quand j'en ai besoin, donc déni de service. Donc être maître de ces données, et de choisir à la demande l'accès à ces données-là, donc sur un système un petit peu décentralisé. D'ailleurs, le fondateur du web a monté un projet qui s'appelle Solid, SOLID, qui est pas très très connu, qui est un projet open source, qui permet d'héberger vous-même vos données, ou de passer par un prestataire pour le faire, ou un hébergeur, et de justement vous authentifier grâce à cette identité que vous avez construite, mais vous pouvez construire plusieurs identités. Et en fait, à chaque fois qu'un site vous demande un attribut numérique de votre identité, vous allez être averti. Est-ce que le site a le droit d'accéder en lecture? Est-ce que le site a le droit d'accéder en modification à telle de mes préférences, à tel de mes attributs numériques? Voilà. Donc Solid, ça peut être un projet intéressant. Mais sinon, pour en revenir aux réseaux sociaux, on connaît tous X, qui est donc ultra centralisé. Il y a des systèmes qui le sont un petit peu moins, qui sont des systèmes basés sur des fédérations. Donc vous avez sans doute entendu parler de Mastodon, notamment, et de Blue Sky, qui ont ouvert et qui ont connu un certain succès après les déboires de X sur les questions de censure, sur les questions de blocage, hein, on va dire de modération, et puis les questions de licenciement qu'il y a eu chez X. Hein. Il y a eu pas mal d'exodes vers Mastodon et Blue Sky, mais ce qui sont des systèmes semi-centralisés seulement, qui ne résolvent pas vraiment le problème.
Parce que certes, vous n'allez pas, confier vos données à un GAFAM, mais vous allez confier des données quand même de manière centralisée à un administrateur et qui peut choisir de censurer, vos messages tout autant et qui peut subir une fuite de données, tout autant, hein. Donc ça règle, partiellement que le problème, c'est juste de passer, on va dire, de GAFAM à, une PME, mais ça règle pas fondamentalement le problème. Face à ça, il y a des vrais systèmes décentralisés. On va y revenir. Voilà. Comme par exemple, si on fait l'équivalent des réseaux sociaux qu'on trouverait sur Mastodon et Blue Sky, il y a un système qui s'appelle Nostr, qui est à la fois un réseau social décentralisé, mais qui est aussi une façon de gérer son identité numérique, qui permet de créer plusieurs identités autant que vous voulez, et qui vous permet de choisir précisément où vous voulez héberger ces données et que vous soyez totalement souverain sur ces données-là. C'est-à-dire, il y a que vous qui pouvez aller, les modifier ou les consulter parce que, en fait, vous chiffrez, vos données avec votre propre clé. Donc vous pouvez ensuite héberger ces données où vous voulez, et vous êtes donc souverain en confidentialité et en droit d'accès à ces données-là. Et sur Nostr, on trouve énormément de choses. On trouve l'équivalent de X, on trouve l'équivalent d'Instagram, on trouve l'équivalent de Snapchat, de TikTok pour les shorts de vidéos. On trouve des offres d'emploi, on trouve des recettes de cuisine, on trouve de l'hébergement de contenu, type, blog, par exemple. On trouve, des sites de vente en ligne, hein, de type, Le Bon Coin. Donc c'est un réseau social multifacette, sur lequel, bah, vous pouvez, littéralement décliner votre identité comme bon vous semble. C'est très peu connu. Il y a à peu près 1 million d'utilisateurs, dans le monde et l'idée, c'est en fait d'héberger vos données sur des relais. Généralement, on en choisit une petite dizaine et vous avez donc associé à votre identité numérique la liste des relais qui stockent vos données. Et quand quelqu'un vous suit, il va se connecter à ces relais pour aller récupérer vos données et votre actualité, littéralement. Donc c'est décentralisé, il y a 3000 relais environ dans le monde, mais n'importe qui peut monter son propre relais, typiquement. Alors, on voit que effectivement, par rapport au rôle de l'État, à cette fonction régalienne d'assurer l'identité des personnes qui composent une nation, on voit qu'on est traditionnellement, c'est voilà cette vision très jacobine de l'identité, de la protection, de la sécurisation aussi de la filiation, hein, au fur et à mesure du temps. On voit qu'il y a des nouvelles aspirations qui sont celles de la reprise en main de son identité. Mais en Europe, on a depuis longtemps le terme d'autodétermination informationnelle. Un truc un petit peu, on se fait plaisir entre juristes, voilà, d'autodétermination informationnelle. Et disons que c'est ce qui permet, c'était jusqu'à présent ce qui était censé assurer notre capacité à protéger nos informations. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça suffit plus et qu'il y a une autre demande, qui est celle d'avoir cette identité auto-souveraine. Mais avant de venir sur vraiment là l'aboutissement, hein, et puis vous faire découvrir le Liberland, mais Amélie, juste un mot encore pour nous dire comment est-ce que ce règlement là, il va arriver en fait. Ce règlement, il va arriver donc en 2026. Est-ce qu'on peut encore imaginer qu'il y ait une autre solution qui soit adoptée? Est-ce que le règlement, il pourrait être compatible avec une forme d'auto-souveraineté comme on vient de l'évoquer? Est-ce qu'il y a encore des lignes qui peuvent bouger ou vraiment on va se retrouver avec la formule, on va dire, la plus basique de ce qu'on pouvait espérer? Alors je peux pas faire, forcément de prédiction, mais en revanche, ce que j'ai pu voir dans le texte, c'est que il y a toujours un effort de la part, mais tu le sais bien, hein, de la part du législateur européen d'avoir, une espèce de neutralité technologique. On ne prend pas parti pour tel système ou tel système. Il y a une forme de d'agnosticisme, pardon, sur, technologie qui fait que on va pas privilégier, un système décentralisé, reposant sur une blockchain ou un système décentralisé reposant sur, des registres, distribués qui peuvent être, autre chose qu'une blockchain ou, d'autres, systèmes. Il y a aussi une forte pression, politique actuelle et on l'a bien vu avec le sommet de l'IA qui s'est tenu, il y a 3 mois à Paris. Beaucoup de pression à développer vite des outils, qui sont pas forcément, toujours compliant vis-à-vis de nos, données personnelles et qui sont pas toujours, très respectueux,
ou les plus respectueux de ces droits fondamentaux. Donc, voilà, on est dans un contexte où on a un texte qui va devoir être mis en vigueur, enfin, qui est entré en vigueur, mais qui va devoir être effectif. Et, euh, et avec des solutions technologiques qui vont devoir arriver très rapidement sur le marché, qui existent déjà chez des opérateurs privés. Donc, et vous en avez parlé tous les deux. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la solution de facilité ne sera pas aussi de se tourner vers ces opérateurs privés? Donc, voilà, il y a quelques incertitudes. Et puis de là à pouvoir apporter la garantie, parce que dans le texte, on a une garantie de ces droits. J'en suis pas certaine. Oui. Bon, c'est effectivement un peu, dommage parce qu'on sait que ça peut fonctionner autrement. En tout cas, Renaud pense que ça peut vraiment fonctionner autrement. D'ailleurs, c'est à débattre, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord, on est pirates, donc on se nourrit, de science, de doutes, de contradictions. Mais là, il y a une expérimentation quand même qui est intéressante sur la question de l'identité. Donc c'est celle, des citoyens du Liberland. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Et puis ensuite, on va préparer vos questions. Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis très curieux au niveau de l'usage des nouvelles technologies et puis de la sécurité de la vie privée. Donc, je m'étais intéressé aux initiatives d'identité, notamment en Estonie avec l'e-résidence estonienne. Hein, donc, je m'étais inscrit et je faisais partie des quelques premiers milliers d'utilisateurs de l'e-résidence qui permettait d'avoir une carte à puce pour faire toutes les formalités à distance sans être résident, on va dire, physique de l'Estonie, mais faire toutes les formalités pour, par exemple, monter une activité là-bas, ouvrir un compte en banque, participer au vote en ligne, etc., etc. Que j'avais regardé. Mais ça, c'était très proche d'une identité, on va dire, type France Connect, hein, identité gouvernementale, étatique. Voilà, c'est juste, on va dire, une facilité parce que beaucoup de ces services gouvernementaux en ligne sont compatibles et sont unifiés au sein un même accès. Mais ça ne donne pas une souveraineté sur son identité. Donc, dans le jargon, on appelle ça les SSI, hein, les Self-Sovereign Identity, puisque l'identité, en fait, elle vous est délivrée. C'est pas, vous n'avez pas de choix sur cette identité, sur ces attributs de cette identité. Euh, il y a des expériences qui sont allées beaucoup plus loin que l'Estonie, justement, qui est l'expérience du Liberland. Alors, Liberland, c'est très, très peu connu, mais c'est très intéressant, à la fois comme expérience sociale et économique également. Suite à la scission de l'ex-Yougoslavie, donc à la fin de la guerre, en fait, il y a eu la séparation des terres, et notamment entre la Serbie et la Croatie, le long du Danube. Mais le problème, c'est que le Danube a changé de lit depuis ces accords de séparation des territoires entre la Serbie et la Croatie. A changé de lit notamment parce qu'il y a des aménagements et puis le lit est très meuble, hein, du Danube, donc il a tendance à changer de lit. Et donc il y a des parties qui étaient à l'ouest et à l'est du Danube qui ont permuté littéralement, et des parties de territoire, une petite quinzaine de territoires qui sont disputés entre la Serbie et la Croatie parce qu'ils ont changé de côté de rive du Danube. Ça fait bien relativiser les questions de frontières, hein, quand même. Exactement, voilà. Et il y a toujours, voilà, on va dire, ces incertitudes sur la frontière exacte. Est-ce que c'est la frontière du Danube à l'époque? Est-ce que c'est le Danube l'obstacle naturel aujourd'hui? Voilà. Alors curieusement, il y a un territoire sur la quinzaine qui n'est pas disputé du tout, ni par la Serbie ni la Croatie, parce que personne n'en veut, simplement. Il n'y a pas de ressources naturelles. Et puis le Danube, c'est des eaux internationales, et la Croatie, c'est Schengen, et la Serbie, c'est hors Schengen. Donc ça n'intéresse personne en fait d'avoir un territoire qui est une porte d'entrée Schengen tout proche d'eau internationale parce qu'il faut le protéger. Et s'il y a aucun intérêt à le protéger, c'est une contrainte plutôt qu'autre chose. Donc il y a effectivement une petite partie de territoire qui fait 7 km², donc ça semble pas grand, mais c'est quand même 3 fois la taille de Monaco. Donc pour les gens qui ont été à Monaco, il y a de quoi faire, hein, il y a un peu de territoire à Monaco. 7 km² qui sont côté croate techniquement, voilà, mais qui sont donc non revendiqués ni par la Serbie ni la Croatie. Ils n'en veulent pas. En fait, la Serbie dit que ça appartient à la Croatie et la Croatie dit que ça appartient à la Serbie. Et donc, il y a 10 ans, il y a un journaliste et économiste tchèque qui a été planté avec des gens de son entourage un drapeau là-bas, parce que c'était un peu un idéaliste et en fait, il voulait avoir ses propres lois, avoir sa propre liberté. Et il a dit, je vais chercher un territoire. Il a regardé sur Wikipédia et il se trouve qu'il y avait 3 territoires qui étaient listés sur Wikipédia comme non revendiqués. Et il a été planter son drapeau là-bas il y a 10 ans. Voilà. Alors, il s'est pas passé grand-chose pendant 8-9 ans, pour être honnête.
parce que il y a pas d'activité sur place, pas de construction, etc. Il y a quelques colons qui se sont succédés pour, on va dire pour l'anecdote, pour prendre des photos, etc. Mais ceci dit, en fait, il y a eu un changement il y a 2 ans. Il y a la frontière avec la Croatie qui a été officiellement ouverte. Donc la Croatie, qui jusqu'ici contrôlait les flux, a autorisé toute personne voulant rentrer et sortir du Liberland, voilà, à pouvoir s'y rendre librement et officiellement par voie étatique. Et il y a un peu plus de choses qui s'y passent depuis 2 ans, parce que, il y a eu les financements maintenant, la construction d'une clinique, par l'Autriche. Et alors voilà, c'est un petit peu voilà, l'histoire du Liban. Il y a pas grand-chose encore, hein. Il y a des petites constructions, il y a des gens qui s'y rendent, il y a des colons qui s'y succèdent, on va dire une petite dizaine de colons dans des tentes et des lits de camp. Mais l'idée, c'est de monter un État-nation souverain, effectivement, avec une identité totalement décentralisée, puisque en fait tout se passe sur la blockchain. Y compris le budget de l'État. Donc, par exemple, le moindre centime que encaisse l'État ou que décaisse l'État est sur la blockchain. Alors aujourd'hui, on en est à 30%, vraiment littéralement, mais l'objectif, c'est de passer à 100 parce qu'ils ont encore besoin de comptes bancaires, donc ils sont pas sur la blockchain. Et pareil, le citoyen, en fait, fait toutes ses démarches en ligne sur une seule blockchain, hein. Donc on est aussi assez loin des systèmes gouvernementaux qui sont pas sur des blockchains, mais qui sont des bases de données centralisées et donc non publiques. Mais là, on voit absolument les identités de tout le monde et ce que fait tout le monde. Et le principe de cet État, c'est un maximum de liberté, un minimum de loi, un maximum de liberté. Donc ils ont une constitution avec 16 articles et c'est quasiment tout. Tout ce qui est pas autorisé, tout ce qui est pas interdit est autorisé, mais il y a des très grandes libertés. Donc tant que vous n'embêtez pas votre voisin, grosso modo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est du vote littéralement direct. Donc n'importe quel citoyen peut aller proposer une modification de la Constitution, par exemple. Il n'y a pas à étager les décisions. Donc vous pouvez voter en ligne. Il y a des votes d'ailleurs tous les 3 mois pour renouveler l'Assemblée. Donc il y a une assemblée de représentants. Si vous voulez pas voter directement, vous pouvez déléguer votre vote à un représentant qui votera à votre Ça place. nous rappelle quelque chose. Mais sinon, vous pouvez directement voter toute décision, vous directement, y compris aller modifier la Constitution si vous le souhaitez, déposer un droit de veto, etc. Monter une entreprise en ligne aussi se fait totalement sur la blockchain. Et vous avez une preuve que vous avez monté une entreprise, une identité décentralisée également, un portefeuille numérique, et vous administrez tout au sein d'une interface web de blockchain qui est très très récente, très très moderne, qui n'a rien à envier à l'Estonie. Alors oui, c'est vrai qu'on connaît plus le projet de l'Estonie que celui du Liberland, mais en tout cas, on peut se dire que quel que soit le projet politique porté par les États ou par les populations qui sont sur des territoires, cet aspect de transparence et de radicalité dans la démocratie, c'est important. Après, on le décline sur des projets politiques qui peuvent être différents, mais en réalité, tous les États devraient fonctionner avec cette transparence et cette sécurité dans les transactions. Alors, on va passer à des questions, des remarques, des désaccords peut-être. Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on utilise un micro dans la salle? On utilise lequel, dites-moi? On utilise celui-là? Ok, hein, donc, alors, est-ce que... Ouais, si tu peux le passer après, merci beaucoup. Oui, bonjour Gabriel. Alors moi je suis informaticien, donc je m'adresse plutôt à Renaud. Ils sont où les serveurs de la blockchain pour Liberland? Ça c'est la question. Alors chacun peut héberger un nœud blockchain, hein, c'est le principe d'une blockchain, c'est que chacun peut ou non choisir d'aider et de contribuer à la blockchain en hébergeant un nœud. Et littéralement, c'est un petit ordinateur de type Raspberry qu'on peut avoir chez soi, c'est suffisant pour faire tourner la blockchain. Autrement, on se sert de l'infrastructure commune, c'est-à-dire d'autres nœuds blockchain de citoyens du Liberland. De mémoire, il y en a une petite centaine, hein, il me semble. Et est-ce qu'on a la garantie que les citoyens du Liberland continueront à avoir la maîtrise de cette blockchain? Parce que c'est ça le problème. Dans le temps. Après, on est vraiment sur le principe de la blockchain, c'est-à-dire que tant que on a un consensus de nœuds, plus de 50% des nœuds qui veulent faire quelque chose, on applique la décision, et c'est valable aussi pour l'intégrité des données. Donc, même si il y a des gens qui subissent une attaque, un virus, des coupures de courant, des coupures d'internet, etc.
tant que la majorité des nœuds fonctionnent, le consensus reste et le fonctionnement se fait tel que les règles du consensus le décrivent. Donc il suffit même qu'il y ait qu'un seul nœud au final pour que la blockchain continue à fonctionner, si dans le pire des cas. D'accord. Non, je pensais plutôt à l'évolution, par exemple, du Bitcoin, où finalement on s'est retrouvé avec quelque chose de décentralisé qui est devenu dans les mains de quelques-uns parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour le récupérer. Et ça risque d'être pareil pour n'importe quelle blockchain. Alors Bitcoin, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous. Voilà, on va pas trop déborder du sujet. Mais Bitcoin, vous avez des fermes de minage, certes, mais ensuite les mineurs derrière ces fermes de minage restent décentralisés dans le monde entier et les mineurs peuvent se connecter à n'importe quelle ferme de minage sans déménager physiquement. Donc c'est juste une configuration de dire bah, je veux participer pour cette ferme de minage ou ces autres. Mais en fait, on a dans les faits toujours une décentralisation des minages, du minage, des mineurs, mais pas des fermes de minage. Mais en fait, il y a une mobilité, on va dire, numérique de ces mineurs. Donc, on garde une décentralisation. Merci. Oui, juste pour réagir sur à la fois le Liberland et à la fois la blockchain. Quand tu as évoqué Liberland, forcément, ça m'a fait penser à ce film L'île de la Rose. Et, c'est la version 3.0 avec un déploiement sur blockchain. Par contre, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, chez des citoyens qui veulent se revendiquer d'un État, fait État. Et je te promets, je te déborde pas trop, hein, mais tu vas voir où je vais en venir. Qu'est-ce qui fait État? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est avoir des valeurs communes? Est-ce que c'est le territoire? Est-ce que c'est avoir ses propres héros? Enfin, voilà. Et ce film soulève vraiment la question de qu'est-ce qui va faire État? Et ce qui m'interroge particulièrement, c'est que on en revient toujours à la question de c'est à un moment donné la décision collective, en l'occurrence Liberland et l'île de la Rose, qui vont permettre de dessiner une figure de l'État qui va être l'autorité, qui va être capable de délivrer des identités et des identités que après on pourra revendiquer, quel que soit le mode technologique que l'on va utiliser, en l'occurrence des idées, des identités distribuées. Donc voilà, donc ça c'était la première remarque. On est obligé d'en passer par la question de l'identité régalienne, de l'identité qui va être gérée quelque part par un État, quelle que soit la forme de cet État. Et l'autre point, et qui m'interroge techniquement, et puisque là, j'ai de grands experts en face de moi, la question, c'est plutôt, OK, un protocole blockchain, les données seront toujours stockées sur mon smartphone. J'ai Android ou Apple, c'est pas terrible, hein? Non, non, pas obligé, d'accord, mais Alors, sur la question des données sur la blockchain, ça pose des questions. Je donne cours sur les aspects blockchain RGPD, donc effectivement, c'est des sujets d'actualité. Sur un registre public, est-ce qu'on peut avoir de la confidentialité et est-ce qu'on peut avoir le respect du traitement des données de manière générale? On aurait tendance à dire non comme ça, de base. Mais si on prend les 5 grands principes du RGPD, on va dire, il y en a 2 ou 3 qu'on voit que c'est facile à appliquer et puis 2 ou 3, ça va être plus compliqué, on va dire. Alors sur la question du smartphone, déjà, en général, les smartphones, en fait, ont des clients légers et ne consultent la blockchain qu'à la demande, ne la stockent pas dans l'intégralité. Donc, en fait, les données sont pas sur ton smartphone, littéralement. Tu as une interface de consultation de la blockchain, mais généralement, les données sont pas directement sur le smartphone, mais sont stockées sur des nœuds blockchain et tu y accèdes à la demande, en fait. Et ensuite, il existe des protocoles maintenant cryptographiques très bien établis, mais assez peu connus, assez peu utilisés, qui permettent de chiffrer ces données sur des registres publics. Je parlais de Nostr, alors on n'est pas sur une blockchain, mais littéralement, si je prends mes données personnelles, je les chiffre avec ma propre clé en termes de cryptographie, ben, je suis le seul à pouvoir déchiffrer ces données-là.
Et donc, j'assure la confidentialité des données et leur intégrité aussi. C'est-à-dire personne ne peut aller modifier mes attributs, comment je m'appelle, etc., mon profil. Donc ça, c'est très simple et c'est assez peu utilisé parce que simplement, on a très peu d'identités décentralisées. On peut faire ça sur la blockchain et on peut faire ça de manière plus ou moins, on va dire, complexe, c'est-à-dire qu'on peut permettre à d'autres personnes ensuite d'accéder partiellement à des informations, donc à faire du chiffrement, à la confidentialité partielle, et par exemple à permettre à un acteur d'aller voir juste ma date de naissance pour savoir si je suis majeur, par exemple, mais sans savoir mon nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Donc on peut très bien faire de la confidentialité partielle. On peut très bien même, c'est plus étonnant, mais faire tourner des algorithmes sur des données. Donc par exemple, nos données sont sur le cloud, quelqu'un veut les exploiter algorithmiquement parlant, faire du big data, faire de l'intelligence artificielle. On peut très bien aller exploiter mes données sans jamais qu'elles soient déchiffrées. Et ça, c'est assez surprenant. On peut faire tourner des algorithmes sur des données chiffrées directement sans qu'à aucun moment les données soient déchiffrées. Ça s'appelle FHE, Fully Homomorphic Encryption. Et ça commence à fonctionner. C'est très, très peu utilisé. C'est dommage, mais on a des entreprises françaises leaders sur le sujet, comme Zama, par exemple. Et puis, sur l'identité numérique, si on veut partager des accès éventuellement ou avoir plusieurs autorisations nécessaires pour faire quelque chose, par exemple, pour autoriser votre enfant à aller sur un site, il faut la signature, par exemple, des 2 parents, la possibilité de faire des systèmes multisignatures, voilà, simplement pour débloquer des actions ou pour être souverain aussi sur, par exemple, ces monnaies numériques. Si vous craignez le vol, avoir plusieurs signatures qui soient nécessaires ou plusieurs identités qui soient nécessaires pour débloquer des fonds. Mais merci beaucoup pour cette réponse très complète. Attention, monsieur, quand même, la cryptographie, ça peut être dangereux, hein. On plaisante. C'est fait pour les terroristes, les voleurs et les trafiquants, on le sait bien. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, interrogations? Oui, je vais vous passer le micro. En fait, moi, je voudrais savoir comment le shift entre l'identité qu'on a actuellement, une carte d'identité où il y a le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, qui est complète, on passe à une identité numérique avec le shift humain, de dire que je vais juste présenter ma date de naissance et pas ma carte d'identité complète. Comment à mes parents ou à mes grands-parents ou à mes enfants, on va expliquer on va avoir ce shift et que c'est nécessaire et ce qui est mis en place ou ce qui va être mis en place pour que ça arrive. J'en profite parce que du coup, c'est complètement en lien avec plus une remarque qu'une question. C'est qu'il y a des gros enjeux du X, de comment est-ce que des gens qui sont pas techniques, parce qu'il y a pas mal de devs ici, donc la notion de node, clé d'encryption, c'est assez courant pour nous et plutôt simple à appréhender, mais la plupart des gens, pour eux, je pense que c'est très, très abstrait. Aujourd'hui, Blue Sky et tout ça, ça marche parce que c'est un peu plus centralisé qu'avant. Du coup, la décentralisation, c'est bien. Mais les gens, souvent, ils savent pas où est-ce qu'ils sont inscrits, pourquoi est-ce que leur compte là, ça marche pas, là, ça marche. La blockchain, c'est bien aussi, mais les gens ne veulent pas avoir la responsabilité de, si je perds ma clé d'inscription, j'ai perdu mon identité, j'ai perdu tout mon argent, etc. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a un gros gap pour arriver à embarquer tout le monde dans ce genre de sujet. Et du coup, un peu quel est votre avis sur tous ces aspects UX et comment est-ce qu'on intègre tout ça chez des gens qui ont pas envie de se prendre la tête avec tous ces aspects techniques? Alors, merci pour ces questions. C'est effectivement une question qui est revenue dans des discussions que moi j'ai pu avoir pour préparer cette table ronde. C'est de dire, de la même manière qu'on peut craindre de perdre son wallet Bitcoin auto-hébergé, hein, est-ce que je peux craindre de perdre mon identité si effectivement elle fonctionne avec les solutions qu'on a évoquées, décentralisées et où on est en responsabilité? Donc si vous arrivez à regrouper, je passe peut-être d'abord la parole à Renaud sur le côté technique qui a été évoqué. Oui, mais là encore, en fait, les solutions existent. Donc, en fait, il suffit d'utiliser, pas réinventer la roue, hein, d'utiliser des bonnes pratiques. Il y a des choses qui sont fonctionnelles, qui ont été auditées et qui fonctionnent. Moi, je parlais par exemple, de MPC, des systèmes multisignatures. En fait, les systèmes multisignatures vous permettent de vous prémunir de la perte de votre clé. Et aujourd'hui, on a par exemple des portefeuilles numériques avec ce qu'on appelle du social recovery.
C'est-à-dire que si jamais vous perdez votre téléphone, votre clé, votre sauvegarde, je ne sais quoi, enfin peu importe, vous pouvez demander à un groupe d'amis de confiance une action coordonnée, simultanée. Vous nommez par exemple 5 amis de confiance et vous en avez besoin juste de 3 qui font une action commune et qui vous restaurent votre identité. Donc autrement dit, sauvegarde, elle est répartie sur plusieurs de vos amis de confiance. Évidemment, cette liste d'amis de confiance, il n'y a que vous qui la connaissez, donc qui pouvez activer, entre guillemets, ce réseau de personnes pour recouvrer votre identité, typiquement. Mais donc, les systèmes MPC de multisignature et de social recovery existent déjà. Il y a déjà des portefeuilles numériques comme Argent, par exemple, qui sont totalement décentralisés et qui vous prémunissent des pertes de clés. Ouais, c'est l'interface, mais déjà, l'UX est relativement simple. Si vous pouvez juste solliciter vos amis pour leur envoyer un mail et qu'ils cliquent sur un lien, c'est pas très très compliqué. Derrière, évidemment, il y a une complexité technique, mais il y a des efforts effectivement en termes d'UX. Mais c'est plus, en fait, à mon sens, un blocage psychologique parce que les gens sont habitués à faire comme ceci et pas comme cela. Donc, c'est plutôt un changement d'habitude que, à mon sens, une vraie difficulté du X, même s'il y a de l'effort à faire sur l'UX aussi. Après, sur la question de monsieur, sur la distinction entre identification, authentification, à un moment donné, la technologie, elle va permettre de sélectionner les informations qui sont nécessaires pour obtenir le droit d'accéder à un site internet de Paris, de pornographie, etc. Donc, à un moment donné, on va pouvoir sélectionner techniquement l'information, mais peut-être que tu veux développer là-dessus ou pas plus? Un peu pas. Voilà. Mais C'est le changement, oui. le shift intellectuel, en fait. Oui, là, je pense que vraiment, ça dépend des interfaces qui seront user-friendly et qui, à un moment donné, seront relativement simples d'usage pour que la plupart des gens puissent s'en servir. Je réagirais peut-être. C'est aussi un problème d'acculturation numérique, aussi d'éducation numérique. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, ce problème, vous avez raison, on va le rencontrer sur la question de l'identité. On le rencontre déjà sur la question de l'accès en ligne aux services publics. On le rencontre parfois même dans les transports avec la dématérialisation des titres de transport. On le rencontre avec les applis bancaires. On le rencontre absolument partout. Et, et la réponse, qu'elle soit sur toutes les questions qui sont impactées par cette transformation numérique, c'est l'éducation populaire au numérique. Et en effet, on est très très loin parce que c'est un thème dont on imagine. Toutes les matières sont censées être enseignées en fait à l'école au fur et à mesure de l'apprentissage, voilà, comme le français, les maths. Et on imagine que le numérique maintenant, avec quelques cours de sciences numériques, ça s'appelle SNT au lycée, ça va passer. Et en réalité, on est extrêmement loin et dans un temps où l'objectif de l'État est d'avoir 100% de dématérialisation de ces procédures. Et en parallèle, vous avez des gens qui sont complètement largués. 17% de Français aujourd'hui qui sont en situation d'électronisme, donc qui ne comprennent absolument rien et qui en ont peur. Donc, vous avez raison, il y a un gap. Et comment est-ce qu'on fait pour passer d'un système à l'autre? Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas abordé par la réglementation européenne. Parce que c'est pas le sujet pour eux. Parce que le sujet, c'est pas effectivement la prise en main de son identité, le fait de pouvoir d'avoir cet aspect qu'on appelle littératie, par exemple dans l'IA Act. La littératie est évoquée, mais absolument pas sur ces réglementations-là parce qu'elles sont pas faites pour nous. Elles sont faites pour les États, pour la surveillance. Donc, quelque part, du moment que il y a des interfaces et une interopérabilité entre tous les systèmes pour la coopération judiciaire, c'est le principal, hein. Donc, en effet, ça va être très compliqué et je pense aussi que pour certaines personnes, ça va être une forme de violence parce que le numérique a été pendant si longtemps synonyme de dématérialisation que pour des gens, c'est une forme de disparition, en fait, la dématérialisation. Et sur la question de l'identité, on va le voir dans les tables rondes de toute la journée, c'est quelque chose de profond. C'est vraiment l'identité, c'est des termes qui sont un peu dans les mêmes champs lexicaux que l'ADN. Donc, de dématérialiser et de faire disparaître une carte physique qu'on a dans son portefeuille, ça va être effectivement violent. Donc, et ça n'a absolument pas étudié, en tout cas à notre connaissance, dans les textes européens. Une autre réaction, on va vous passer le micro
il y a un gros problème, le vocabulaire. Ouais, ouais. Non, non, mais oui, mais c'est effectivement, c'est très vrai. C'est que il y a un vocabulaire qui est attaché au champ numérique, plus ou moins technique, puisqu'il il y a des choses qui sont, voilà, hein, des acronymes de développeurs en particulier qui sont encore plus spécifiques que le vocabulaire plus ou moins commun autour du numérique. Et c'est la première question que les gens posent aux conseillers numériques France Service quand ils se déplacent pour avoir de l'aide. C'est que parfois ils ont eu de l'aide, mais de la part de proches qui utilisaient des termes qu'ils comprenaient pas. Et en fait, ils osaient pas être, comme ils le disent, des boulets. Donc, ouais, ils vont se tourner vers quelqu'un qui va pas être, qui est là pour ça. Les conseillers France Service, qui au passage devaient être 8 000 il y a 3 ans, qui finalement ont été réduits à 4 000 et qu'aujourd'hui l'État peine à aider les collectivités à financer les quelques 2 000 conseillers France Service qui vont rester. Voilà. Donc, et oui, vous avez entièrement raison. La question du non, c'est pas appris à l'école et ouais, les enseignants, c'est ça. Les enseignants n'étant pas eux-mêmes formés. Ouais, ouais, ouais. Il me semble, mais alors je reprends la casquette de juriste, il me semble qu'il y a un gros changement qui s'opère. On parlait de vol d'identité, de perte de son dispositif qui permettait de stocker les identités. Vol d'identité, usurpation d'identité, je me fais usurper mon identité. En tant que juriste, le premier réflexe, ça serait d'aller voir le code pénal et puis d'aller déposer une plainte pour essayer de récupérer les éléments de son identité. Facile après, derrière, de recourir aux moyens d'identification classiques qui ne soient pas juste électroniques parce qu'ils sont stockés par l'État. Donc ça, c'est la vision traditionnelle, je vais dire. Là, on est en train de parler de vol d'identité et on fait appel à un réseau d'amis qui serait susceptible de venir attester de l'identité de quelqu'un. On a un vrai changement de paradigme où ce n'est plus l'identité qui est donnée verticalement d'un État à un individu, mais on est dans une redistribution horizontale des éléments de son identité avec une mise en œuvre par la technologie. Donc, waouh! C'est pas que le vocabulaire, il me semble, hein. C'est presque le paradigme dans son entier. C'est que je suis souverain de mon identité avec des outils qui sont mis à ma disposition, dont non seulement je vais devoir intégrer la philosophie, parce qu'on a peu parlé de la philosophie qui est sous-jacente, mais je vais devoir intégrer et la philosophie et la façon de m'en servir et le vocabulaire incidemment. C'est complètement le projet Cypherpunk, hein, la question de la communauté, de la distribution, de la décentralisation pour justement ne pas être dépendant d'un pouvoir central qui a un pouvoir de censure et donc de l'émancipation par la décentralisation notamment de l'identité, des identités, puisqu'on a des identités multiples. Ah ben, encore une intervention. On va vous passer deux même. On va peut-être prendre vos deux réflexions, questions en même temps, et puis y répondre avant de terminer. 2 questions déjà, j'entends souvent SSO, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, Alors, on va le redire très rapidement. Vous en faites pas. 2 questions. Ça, c'était la première question. Allez-y sur la deuxième. Et puis Et la deuxième, si ça devient 100% numérique, il y a plus de cartes, que c'est enregistré sur le smartphone qu'il faut le montrer. Parce que souvent, on nous demande de montrer une carte d'identité, mais sauf que des fois, il y a plus de batterie sur le téléphone. Ou alors, pire, il est en réparation pour quelques jours, on l'a pas. Alors, Ouais. comment faire dans ce cas? Surtout si c'est en réparation, c'est prévu, mais s'il y a plus de batterie, on me demande de montrer ma carte d'identité. Ah bah mince, j'ai plus de batterie.
Je fais quoi? Ouais, des considérations très pratiques, ouais. Est-ce qu'on peut passer le micro à l'arrière également? On prend la deuxième question en même temps. Merci. Bon, premièrement, je m'excuse parce que mon français est loin d'être parfait, ok? Je sais pas de là. Mais bon, nous avons évoqué le programme e-résident d'Estonie ainsi que le projet de Liberland. Et moi, je voulais parler du projet de identité numérique de Palau. C'est fondé sur la blockchain Solana qui, bien qu'elle n'accorde aucun droit de citoyenneté ou de résidence, aussi elle bénéficie d'une reconnaissance dans certains environnements internationaux, notamment les plateformes d'échange crypto. Et je voulais savoir si c'est ce que vous pensez que ce modèle puisse devenir un point commun pour l'avenir. Pourrait-on envisager une multiplication de ces identités numériques alternatives permettant de faciliter les démarches internationales sans passer par l'identité traditionnelle des États? Un Mais- peu compliqué peut-être. Merci pour votre question et d'avoir fait l'effort de la formuler en français. C'était très compréhensible. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Amélie, peut-être sur la question de l'articulation entre le physique, la carte physique, même si c'était un peu les discussions qu'on avait avant. Et Renaud, si tu as un avis sur la proposition, sur ce côté peut-être plus international, est-ce que ce serait même possible, envisageable? Ah. Sur le côté physique, donc on a répondu, on a échangé en off, mais effectivement le règlement EIDAS 2 du 11 avril 2024 ne prévoit pas qu'on va abandonner nos supports papier, matériel d'identité. Ce sont des supports électroniques. Alors, ce qui est intéressant. Ouais, je vais pas rentrer dans un arrêt d'ACJE, non, ça sera trop technique. Mais euh, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que à un moment donné, ces décisions européennes, elles sont prises sur différents fondements, de prendre, de sortir un passeport biométrique, une carte d'identité électronique. Et quand ça arrive devant la Cour de justice de l'Union européenne qui dit, oh là là, vous êtes trompé de fondement, il faut tout annuler. Là, on est en panique parce qu'on se dit, heureusement qu'on a gardé nos titres non dématérialisés, nos titres physiques, parce que les titres dématérialisés sont aujourd'hui menacés d'annulation parce qu'on n'a plus de fondement juridique. Voilà, donc ça c'est un arrêt récent de la CJUE. Donc c'est bien qu'on garde nos titres physiques, même si il peut y avoir quelques difficultés avec le téléphone portable et plus de batterie. Et quant au droit international, sur l'articulation, encore une fois, il me semble que la plupart des États aujourd'hui sont toujours pourvoyeurs de cette idée régalienne et on est toujours dans ce schéma d'identification où, quel que soit le moyen d'identification électronique, il va reposer sur, in primo, il va reposer sur des éléments régaliens. Et, euh, et on n'est pas prêt encore à se construire une identité qui sera susceptible d'être reconnue devant les impôts, alors que c'est quelque chose qu'on s'est construit soi-même. Bon, je sais pas si on le verra. Oui, je suis assez d'accord sur la question. Chaque État, en fait, ne fait confiance qu'à lui-même dans le fait de délivrer une identité, hein. Donc, je ne crois pas du tout à une reconnaissance d'identité numérique un peu exotique comme ça, notamment d'identité purement cyber, sans territoire souverain, etc., etc. Pour qu'il y ait d'ailleurs la notion d'État, il y a la Convention de Montevideo qui établit 4 conditions, mais notamment c'est d'avoir un territoire physique avec des frontières figées et d'avoir établi des relations diplomatiques avec d'autres États. Donc, dans le numérique, ça me paraît très compliqué sur ces fondements internationaux d'avoir une reconnaissance par d'autres États. Et puis juste pour votre question sur la batterie de téléphone, hein, c'est tout bête, mais il existe une solution qui est déjà en partie déployée. C'est qu'il suffit de mettre tous vos services numériques sur votre carte SIM, hein, et même sans batterie. En fait, la carte SIM, il y a des cartes SIM sans contact, donc vous pouvez très bien passer à une barrière, par exemple, de transport. Et à Paris, la RATP utilise la carte SIM sans contact de votre téléphone. Donc même si vous n'avez plus de batterie, téléphone éteint, vous passez votre téléphone sur la barrière et ça passe. On peut très bien l'envisager avec une carte d'identité. Voilà, c'est la même chose.
SSO, c'est single sign-on. La définition de SSO, c'est single sign-on. J'en ai parlé peut-être un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est un service centralisé qui vous permet de vous authentifier une seule fois et d'avoir accès à plusieurs autres services derrière sans avoir à recréer de multiples identités ou sans avoir à vous réauthentifier sur chaque. Donc, notamment, France Connect, on a ouvert le débat là-dessus, qui est le SSO officiel français et qui vous permet, avec un même compte, par exemple, de déclarer vos impôts, d'aller sur Amélie, le site de sécurité sociale, de gérer votre entreprise, de gérer votre inscription sur les listes électorales, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle un SSO, Single Sign-On. Je m'authentifie une fois et je peux accéder à plusieurs services. Et puis, on a les SSO privés comme celui de Google, LinkedIn et X qui vous permet, sans avoir à créer un compte, de vous authentifier avec Google auprès d'un tiers. C'est un SSO d'État, ouais. Ouais, tout à fait. SSO en 3 lettres, Single Sign-On. Alors, est-ce qu'on conclut? Eh ben, on va conclure. On va conclure sur ce paradigme en fait qu'on a, ce positionnement, ces différentes solutions qu'on a pour s'identifier, pour s'authentifier. On a vu la différence. Ce qu'on peut se dire, c'est que il y a plusieurs identités et qu'on n'a pas toujours besoin en réalité de la prouver, cette identité. Son identité vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa famille. Finalement, il y a aussi des questions il y a des questions de confiance, il y a des questions qui sont très intimes dans l'identité. Il y a la question de l'opportunité de la définir et jusqu'où, avec quelle personne. Et puis, il y a des sphères dans lesquelles il y a un besoin philosophique, social, de prouver qui on est et de prouver certains aspects de son identité, et notamment dans les relations de travail, pour sécuriser globalement les flux financiers qui vont avec avec le travail, pour sécuriser ensuite en tant que citoyen la question du vote, la question de l'affiliation. Donc finalement, plus on va aller sur un territoire large et pour faire état, plus on va devoir, et c'est une obligation finalement qui fait partie de ce contrat social, on va devoir prouver son identité. Mais philosophiquement, politiquement, il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, on est vraiment dans un fonctionnement qui est extrêmement centralisé et qui repose sur des technologies qui ont des vulnérabilités, tu l'as exposé tout à l'heure, et notamment la question de la fuite, du manque de transparence, la question finalement de la détention par un seul acteur, parfois délégué par l'État, donc un acteur privé, pour gérer l'ensemble des citoyennes et des citoyens, ce qui pose effectivement des problèmes. Et puis on a l'émergence d'une demande, d'une volonté de décentraliser davantage la question de l'identité pour que ça repose finalement sur la communauté, avec l'aboutissement du principe qui va être cette utopie cypherpunk de départ, c'est-à-dire on repose sur la décentralisation, la communauté, un ensemble d'individus qui vont, à travers des technologies parfaitement transparentes, pouvoir s'accorder une confiance. Donc, on voit bien qu'il y a des projets différents. Le projet aujourd'hui européen, c'est celui de parvenir à une identité auto-souveraine. Donc, il peut y avoir des évolutions, et notamment techniques. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se rendre compte que l'Europe estime que dès qu'on parle de technique, on est neutre et qu'il n'y a pas de projet politique derrière la technique. En tout cas, cette table ronde aura, au moins je l'espère, pu vous démontrer que les choix techniques sont des choix politiques, et que donc il faut absolument s'intéresser à la technique pour pouvoir avoir des choix politiques, même si c'est compliqué de s'intéresser aux questions techniques parce qu'il n'y a pas tant d'espace que ça qui permettent de le faire, qui permettent d'avoir cette éducation au numérique. Et je pense que ça fait partie des obligations quasiment morales qu'ont les municipalités, puisque l'État est clairement défaillant sur ce point, et que même l'éducation nationale a du mal à faire grandir sur les questions numériques. En tout cas, les municipalités doivent avoir ce rôle de levier pour faire de l'éducation numérique, en parlant des divers choix techniques possibles pour que ensuite chaque citoyen, citoyenne puisse se faire son opinion politique. Merci à toutes et tous pour votre attention, pour votre suivi en ligne. Et donc, on se retrouve très vite pour la deuxième table ronde et les ateliers, si vous avez la chance d'être ici.
Voilà, partagez et suivez notre chaîne, abonnez-vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci, au revoir.